Et votre invité aujourd'hui dans Ecorama, c'est l'économiste et coprésident du mouvement Nouvelle Donne, Pierre Laroux-Thuroux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct. On revient donc sur cette sortie d'Emmanuel Macron. Ça doit vous intéresser, qu'il menace de légiférer si le conseil d'administration de Renault ne prend pas en compte le vote des actionnaires. C'était vendredi sur le salaire de Carlos Ghosn. Vous avez suivi cette affaire. Les actionnaires qui ont voté majoritairement, à 54% pour être précis, contre ce salaire de 7 millions d'euros du président de Renault. Pour vous, c'est du bluff de la part du ministre de l'économie ou il peut passer à l'acte, sachant que de par le passé, le gouvernement avait déjà fait ce type de menace sans aller au bout. Des millions être scandalisés. Que rien ne justifie. Au total, ça va être Carlos Ghosn va recevoir 760 fois le SMIC. 760 fois. C'est obscène. Rien ne justifie des écarts de... Autrefois, aux États-Unis, c'est Rockefeller qui disait qu'un écart de 1 à 20, ça pouvait se comprendre. Le capitalisme marchait bien, les patrons vivaient très très bien avec 20 fois le salaire minimum. Là, on est à 760 fois, donc c'est obscène. Après ça, ce qui est un peu obscène, c'est aussi Emmanuel Macron qui fait semblant d'être choqué. Parce qu'une bonne partie des millions que va recevoir Carlos Ghosn, ça vient de la loi Macron qui a été votée l'an dernier, qui facilite les actions gratuites. Et alors, ça peut se comprendre pour les gens qui prennent des risques quand ils créent l'entreprise, les start-up, les gens qui mettent leur argent, qui mettent leur énergie. Pas les managers. Voilà. Mais Carlos Ghosn, il ne prend aucun risque. Et c'est la loi Macron votée l'an dernier qui concrètement permet à Carlos Ghosn d'avoir autant d'actions gratuites, avec une fiscalité plus faible encore que les stock options. Donc Emmanuel Macron est très peu crédible quand il arrive là-dessus. Par contre, c'est vrai que c'est scandaleux et qu'il faut, au niveau français et au niveau européen, se donner les moyens de calmer le jeu. Mais le vote des actionnaires de Renault, il n'a pas été respecté. En même temps, il est consultatif. Oui, mais l'État aussi, l'État a renoncé. L'État a voté contre. Oui, mais il a renoncé à sa double voix. On ne va pas être trop technique, mais l'État, comme État, et parce qu'il a à peu près 20% des actions, pourrait avoir plus de poids. Moi, je me souviens, j'ai un de mes frères qui, dans les années Jospin, avait été nommé représentant de l'État à Renault, qui était à l'époque une entreprise publique, et jamais le gouvernement lui avait donné la moindre consigne. En fait, on accepte que la logique du capitalisme pur et dur se développe partout. Oui. Et on arrive à un niveau d'inégalité totalement scandaleux. Alors, il y a un code de bonne conduite, le code AFEP-MEDEF, de bonne pratique, de bonne conduite, qui dit que comme le vote était négatif des actionnaires, eh ben, le conseil d'administration de Renault aurait dû revoter, redécider à propos de cette rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ça n'a pas été respecté, c'est que l'autorégulation, ça marche pas. Mais l'autorégulation, on voit bien que c'est du pipeau. Excusez-moi, il faut laisser la négociation, mais après ça, il faut des règles du jeu. Et donc, comment vous légiférez? Quand Roosevelt arrive au pouvoir, il dit... Il n'y a aucun pays au monde qui a légiféré sur les salaires des entreprises privées. En France, c'est plafonné, vous le savez, dans les entreprises publiques à 450 000 euros. Tout à fait, mais on a le droit au niveau français et au niveau européen de se donner des règles du jeu. On parlait de Rockefeller, on parlait de Roosevelt. Roosevelt arrive et il dit au-dessus d'un certain niveau, je prends 90%. Par la fiscalité, c'est possible. Parce que les Allemands aussi en ont marre. C'est les mêmes scandales. À l'échelle au niveau français et au niveau européen. On ne peut pas faire ça tout seul dans notre coin. Non, mais je répète, on peut au niveau français et au niveau européen, par la fiscalité, dire au niveau, surtout si on va vers un impôt à la source, on peut dire au-dessus d'un certain niveau, c'est obscène, on prend 90%. Et je répète, l'économie américaine, qui sert de modèle à tous ces capitalistes, a vécu pendant 40 ans avec des règles du jeu. Un écart de 1 à 20, c'était tout à fait suffisant. D'ailleurs, même le FMI l'a montré dans ses récentes études que l'accroissement des richesses chez les 20% les plus riches nuisait à la croissance. Mais évidemment. Que même le FMI, mais en France, il y a 40%. Qui n'est pas d'obédience gauchisante, mais oui, mais attendez, on raconte dans le livre qu'on a fait avec Michel Rocard. Il y a 3 ans ce livre, oui, mais il est toujours d'actualité. C'est de pire en pire. Voilà, on raconte comment en France, il y a 40% des gens qui n'ont aucune épargne. Il y a 40% des gens qui vivent en France qui n'ont pas 1 euro de supplément. Tout ce qu'ils ont, ils le consomment. Et donc, s'ils avaient 1 euro de plus de revenus, ce serait bon, ça irait dans l'économie. Par contre, les 1% les plus riches ne savent plus quoi faire de leur épargne. Monsieur Ghosn, quand il gagne 15 millions d'euros, l'essentiel va partir 15, 7. Au total, avec les deux revenus. Si, les deux revenus. En rajoutant avec de Nissan. Au total, oui, je parlais uniquement sur voilà, mais il va recevoir, excusez-moi, c'est le même monsieur, voilà, il fait que 3 repas par jour. Non, mais blague à part, c'est scandaleux. On voit tous dans nos quartiers de plus en plus de SDF. Moi, j'habite vers la Bastille. Tous les jours, je vois des gens qui attendent les poubelles du Monoprix pour trouver de la nourriture. Et en même temps, dans mon quartier, j'ai vu la feuille de salaire de quelqu'un qui gagne 200 000 euros par mois. 200 000 euros par mois. En même temps, si on reste, bien sûr, mais si on reste sur le secteur de l'automobile et qu'on regarde ce que touchent les autres patrons dans ce secteur de l'automobile, et je ne pense pas que vous allez découvrir les chiffres, sauf si vous faites semblant, mais si on prend Fiat, le patron de Fiat, vous savez combien gagne le patron de Fiat? Mais c'est indécent, j'imagine. Non, mais 10 millions d'euros. Oui. Daimler, 9 millions d'euros. Audi, 7 millions d'euros. Hyundai, groupe coréen, excusez-moi, 11 mais millions rien d'euros. ne le justifie. Si on les laisse faire, finir.
Carlos Tavares, qu'on va voir, là on voit Carlos Ghosn, Carlos Tavares qui a déjà, ça a défrayé la chronique, son salaire qui a doublé il y a cela quelques semaines à près de 5 millions d'euros. Mais même M. Tavares, chez PSA, fait figure, pardon, de pauvre, pardon l'expression, à côté des autres. Dans ce secteur de l'industrie, c'est une pratique qu'on peut trouver moralement répréhensible, mais c'est un standard. Et vous venez de dire, non, le standard, excusez-moi. Quand on regarde les autres, ce qui gagnent. Excusez-moi, mais vous venez de dire que même le FMI dit que c'est scandaleux humainement. C'est une pratique en cas du secteur. Oui, mais c'est comme ça qu'on va à la catastrophe. C'est comme la spéculation financière. L'autre jour, Christine Lagarde disait on risque une crise pire que 2008. On risque, c'est Christine Lagarde comme à Shanghai au G20 qui dit on va vers l'économie mondiale va dérailler à cause de la spéculation. Regardez le Standard & Poor's aux États-Unis. Il avait eu 2 fois un sommet à 1500 points et là on est à plus de 2000 points. Tout le monde sait qu'on est sur une bombe. Et dire que c'est un standard, les autres font pareil, ce n'est pas un argument. Donc il faut calmer le jeu. Je répète, par exemple, Ford, un des plus grands automobilistes, Ford, il avait un salaire qui était 20 fois supérieur. Vous savez combien gagne le patron de Ford aujourd'hui? Je ne sais pas. 16 millions d'euros. Ok, mais je vous dis, il n'y a rien qui justifie ça, si ce n'est la résignation. Les autres font pareil. Mais les autres font pareil, c'est une règle stupide. C'est le contraire de l'éthique. Vous parliez justement des plus modestes qui, eux, quand ils ont un peu plus de revenus, le dépensent. C'est le sens de François Hollande hier de sa sortie sur les baisses d'impôts hypothétiques, parce que conditionné, c'est ce qu'il nous a dit sur des marges de manœuvre qu'il saura trouver à quelques mois des élections. Vous applaudissez cette idée qu'il puisse baisser? Vous en souriez. Non, je ne souris pas. Non, mais vous avez le droit de sourire, on est en République. Non, mais c'est une question fondamentale. C'est de dire, est-ce que baisser les impôts sur les plus modestes, est-ce que là vous applaudissez? Mais écoutez, si c'est possible, très bien. Et si on aurait les moyens de le faire, si on luttait vraiment contre les paradis fiscaux, il y a des moyens de donner des marges de manœuvre. Mais des choses ont été faites sur les paradis fiscaux. C'est marginal. C'est de l'ordre de 3 milliards. Il y a un rapport du Sénat qui dit qu'on perd chaque année 50 milliards. Le rapport voté à l'unanimité, UMP, PS, Parti communiste, dit que chaque année, il manque 50 milliards dans les caisses de l'État français. Et on a récupéré 2,5, on dit cocorico. Une question fondamentale. Quand François Hollande... on l'a, ce graphique sur la croissance de la France, voilà, de la France depuis... Sur les marges de manœuvre, voilà, c'est aussi bien... On voit la croissance en France. Voilà la croissance en France depuis 50 ans. C'est une question fondamentale, parce que pour lutter contre le chômage, on nous dit la croissance revient. Pour financer les retraites, on nous dit la croissance revient. Pour trouver des marges de manœuvre pour les impôts, la croissance revient. Voilà la croissance réelle en France depuis 50 ans. Est-ce que c'est sérieux ? Là, il y a eu un trimestre un peu plus positif, mais on nous dit qu'aux États-Unis, vous en avez parlé la semaine dernière, aux États-Unis, gros ralentissement. En Chine, ça fait froid dans le dos, les derniers chiffres, c'est qu'en Chine, les crédits qu'ils ont distribués depuis un an, c'est 40% du PIB. Pour maintenir un peu de croissance, la Chine a mis 40% du PIB pour relancer son économie. La transition est plus compliquée. La transition en Chine est plus compliquée. Une énorme bulle immobilière qui est en train d'exploser. Le Japon, le Premier ministre... On dit ça depuis des années, que la Chine, ça va exploser. Excusez-moi, mais là, ça y est, excusez-moi, on l'annonçait il y a 3 ans, on était les seuls à le dire. Avec Rocard, on disait que c'était pas... Tout le monde nous disait que la Chine était la locomotive. La gauche n'a plus le droit à l'erreur. Oui, non, mais c'est juste pour dire que c'est une évidence. Quand on a besoin de mettre 40% du PIB sur la table en un an pour relancer l'économie, c'est mauvais signe. Et le Japon vient d'annoncer qu'il était en train de retomber en récession, et le Brésil aussi. Donc nous expliquer que la croissance revient, c'est nous prendre pour des imbéciles. Je suis désolé, mais c'est nous prendre pour des imbéciles. Donc que ce soit pour lutter contre le chômage ou pour financer une baisse d'impôts, il faut trouver d'autres solutions. C'est ce que propose Nouvelle Donne. On pense qu'il faut voir les choses autrement. On va y revenir justement. Dans les autres annonces qui ont été faites notamment par le gouvernement et par Manuel Valls, cette augmentation de la prime donc des professeurs en primaire pour la prochaine rentrée, augmentée de 800 € qui passe de 400 à 1200 € pour être harmonisé par rapport aux autres professeurs, notamment du secondaire. Là encore, rien à redire ou cadeau catégoriel à un an? Ça doit être un peu pour des raisons politiques, on les connaît, mais en même temps, toutes les études montrent qu'on a les instituteurs les moins bien payés d'Europe. C'est quand même un métier passionnant et fondamental pour l'avenir de notre pays, et on a les instituteurs les moins bien payés d'Europe. Donc c'est une vraie question. Le problème, c'est que la façon dont aujourd'hui c'est mis dans le débat, ça donne vraiment l'impression qu'on est à un an de l'élection, que François Hollande veut... voilà. Se rabibocher avec une partie de son électorat. C'est quand même un vrai sujet. Comment est-ce qu'on arrive à permettre à des gens qui font un métier fondamental de vivre bien? Bon, le patron de la CFDT, vous le connaissez, Laurent Berger, c'est intéressant. Il nous dit que le projet de loi travail, il est équilibré. Il se trompe ou pas, parce qu'on se dit que si le MEDEF rejette la loi, ce projet de loi travail, si la CGT FO le rejette aussi, c'est que, a priori, c'est ce que dit la ministre, c'est peut-être un peu équilibré. Non, ça c'est un peu trop facile comme argument. Il y a des choses, moi j'en ai marre qu'on ne soit pas capable d'aller voir dans d'autres pays ce qui marche vraiment. Par exemple, quand on nous dit qu'il faut de la flexibilité c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et la mauvaise. Au Canada, quand une entreprise a des problèmes, quand le chiffre d'affaires diminue,
au Canada, au lieu de dire on va licencier plus facilement, la loi El Khomri, elle veut pousser les entreprises à licencier plus facilement et faire des heures sup pour ceux qui resteront. Tandis qu'au Canada, le principe, c'est l'entreprise qui négocie. Mais l'État dit on vous met l'argent sur la table pour éviter les licenciements. L'entreprise garde, conserve. L'entreprise garde tous les salariés. Au lieu de baisser les effectifs, elle baisse le temps de travail de 20%. Elle baisse les salaires pour rester compétitive. Et l'État et l'UNEDIC mettent l'équivalent. Au total, les gens gardent 98% de leurs revenus. France Info nous a fait de la pub l'autre jour en disant Nouvelle Donne a raison. Au Canada, il y a un système qui marche très très bien et qui a été mis en place en Allemagne. Angela Merkel a accepté en 2009 de changer un peu de dogme en disant il faut travailler moins pour licencier moins. En gros, Angela Merkel a fait le contraire de Sarkozy. Sarkozy disait qu'il faut travailler plus pour gagner plus et mettait des milliards sur les heures sup. Angela Merkel, à la demande des patrons et des syndicats, au moment de la crise, c'était au moment de la crise. Oui, mais il y a eu 1 500 000 salariés allemands. 1 500 000 salariés allemands qui ont baissé de 30% leur temps de travail. Et Angela Merkel mettait 95 ou 80, on maintenait 98% du revenu. Donc, au lieu de la loi El Khomri, au lieu de faciliter les licenciements quand il y a un problème, pourquoi est-ce qu'on ne facilite pas une baisse du temps de travail pour sauver les emploi. Donc c'est vraiment la flexibilité, il faut de la flexibilité. Aucun de nous n'est hostile à la flexibilité. Là. Être rigide, ça fait vraiment vieux schnock. Mais est-ce qu'on sait faciliter les licenciements ou si faciliter le fait qu'on garde tous les salariés et qu'on garde les compétences? De même, la loi El Khomri pourrait être... Ça coûterait combien l'État français de faire justement? Ça coûterait moins cher parce que si l'Allemagne l'a fait, si le Canada l'a fait... Ponctuellement. Ils ont vu, oui, mais ils ont vu que quand vous licenciez quelqu'un, il va payer moins de TVA, il va payer moins d'impôts, il va être payé par l'UNEDIC. Je vous rappelle qu'on met 80 milliards chaque année au total entre l'UNEDIC, les dépenses des collectivités, les dépenses de l'État, les dépenses de la Sécu. On met 80 milliards sur le chômage, sans parler des drames humains et sociaux. Donc, est-ce qu'il faut toujours accepter plus de licenciements et dire on va payer les pots cassés, ou est-ce qu'il faut mieux... Le problème, ce n'est pas d'être licencié, c'est de ne pas retrouver un travail derrière. C'est ça le problème. C'est ce qui fait qu'aux États-Unis, le licenciement est vécu pas comme un non-événement, mais on sait qu'on retrouve plus facilement un travail. Merci, très bonne liaison. Est-ce qu'on peut, la régie peut envoyer la deuxième courbe? Parce que tout le monde pense, comme vous le dites, qu'aux États-Unis, ça va beaucoup mieux. Il y a une courbe qui est fondamentale. J'ai montré tout à l'heure. C'est la participation des Américains au marché du travail. Voilà. Je la connais, votre courbe. Non, mais je vous en remercie. Je sais que vous êtes un journaliste tout à fait sérieux. Elle est fondamentale. Tout le monde pense qu'aux États-Unis, ça va bien, qu'il n'y a que 5% de chômage. Et c'est vrai que les chiffres du chômage sont bons. Mais le problème, c'est que tous les mois, il y a 300 000 ou 400 000 Américains qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils sont découragés, ils ne vont plus s'inscrire. Donc maintenant, tout le monde dit que le bon indicateur, c'est le taux de participation. Et il y a moins de 63%. Moins de 63% des adultes. Contre 67 au plus haut dans les années 90. Il y a 15 ans, voilà. Donc, partout, on voit qu'on fait des gains de productivité. Alors qu'aux États-Unis, quand même, c'est flippant. La Banque centrale a mis 3 500 milliards pour relancer l'activité. Ils n'ont pas le traité de Maastricht, ils ont une banque centrale très cool. Et donc, ils ont tout fait. La Banque centrale, c'est des chiffres incroyables, a mis 3 500 milliards pour relancer l'activité. Ça, plus la démographie. Madame Le Pen l'oublie parfois, mais le fait qu'il y a de l'immigration, ça favorise la croissance. Donc, entre les 3 500 milliards de la création monétaire, plus la démographie, les États-Unis ont plus de croissance que nous. Mais est-ce que ça règle le problème? Est-ce que ça règle le problème? La réponse est non. Il y a des gains de productivité, on a besoin de moins de travail, le taux d'activité s'effondre. Donc, tous ceux qui vous disent il n'y a qu'à faire comme aux États-Unis, simplifier le code du travail, baisser le coût du travail, je pense qu'on peut simplifier le code du travail. Je pense que tous les patrons de PME en ont marre de la complexité. On peut le simplifier en protégeant vraiment les salariés. Et il faut arrêter de croire que les États-Unis sont en situation de plein emploi. Le problème, c'est que si nos voisins flexibilisent les contrats de travail, le marché du travail, et que ça marche, mais avec la contrepartie d'avoir plus de précarité, c'est évidemment la contrepartie. Nous, si on ne fait rien, si on fait rien, on reste taquet et puis on voit le train passer. Est-ce que je vais dire Pardon. Non, c'est pas ce que vous m'avez dit. À quel moment je vais dire, excusez-moi, mais il y a 300 pages de solutions quand vous allez sur le site de Nouvelle Donne. Mais pas celles qui sont prônées par nos voisins européens. Maintenant, c'est ce que font nos voisins européens. Mais excusez-moi, il y a des choses où on peut trouver. La question dans ce cas derrière, c'est de coordonner les politiques. Oui, vous avez raison. En 2003, c'est le premier. Parce que chacun fait sa petite soupe dans son coin. C'est depuis 2003 que je me bats avec Rocard, avec Stéphane Hessel quand il était là, avec des syndicats belges, pour dire qu'il faut un traité de l'Europe sociale, qu'il faut arrêter le dumping et qu'il faut une convergence sociale. Tout à fait, on est d'accord. Mais on en parle tout le temps, c'est jamais fait ce truc. C'est vraiment, c'est l'Arlésienne. Oui, mais il y a des choses qui finissent par la taxe Tobin. Non, mais il y a des combats qui. Regardez le TAFTA. On en est où? Il y a 2 ans, tout le monde disait que le traité TAFTA, qui va déréguler le commerce en gros entre les États-Unis et l'Europe, allait être adopté. L'enquête qui est sortie cette semaine montre qu'il n'y a plus que 17% des Allemands qui sont favorables. Parce qu'il y a eu un débat. Mais les Américains n'en veulent pas. Mais 15% des Américains. Il y a eu un débat public. Donc moi, si on a créé une Nouvelle Donne, c'est qu'on pense qu'il y a besoin de débat public. Une autre solution pour créer de l'emploi, c'est relancer l'activité en prenant au sérieux la question du climat.
Il y a 1000 milliards, vous en avez parlé l'autre jour, la Banque centrale, Mario Draghi, va créer 1500 milliards. Mario Draghi est inquiet de la déflation et va créer 1500 milliards qui donnent au marché financier, en espérant que ça va relancer l'économie. C'est le Père Noël, c'est génial. Nous, ce qu'on dit, c'est... Il y a le crédit, pas le Père Noël, il y a le crédit. Mais les oui, gens sont incités, pardon. Si je dis le Père Noël, pardon, ouais. c'est que ça ne marche pas. Attendez, on voit bien que ça ne marche pas. Jusqu'au jour où les gens se disent, oh là là, mais dis donc, emprunter à 2%, 1,5%, je vais peut-être y aller, peut-être qu'il y aura un changement dans la psychologie comme au Japon, des gens. Pardon, ce n'est pas un problème uniquement de psychologie, il y a des choses concrètes. On voit qu'aux États-Unis, la création monétaire n'a pas suffi, qu'au Japon non plus. Le Japon enfin, ils ont 2,5% de croissance aux États-Unis. Ils sont retombés là à 0,5 en rythme manuel. Sur le premier trimestre. Ce que propose Nouvelle Donne, c'est pour relancer l'activité en Europe et sauver le climat. La question du climat est quand même archi fondamentale. C'est flippant de voir toutes les études qui montrent qu'on va vers un dérèglement climatique qui sera irrémédiable. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que les 1000 ou 1500 milliards de la Banque centrale, au lieu de les mettre sur les marchés financiers, il faut les mettre pour un plan Marshall qui, pendant 20 ans, va financer la transition énergétique en Europe. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce auraient chaque année, pendant 20 ans, on fait du solide, 2% du PIB. La France aurait chaque année 40 milliards à taux zéro pour financer. On pourrait créer des boulots à Brest, à Toulouse, à Paris. On embaucherait des gens dans le bâtiment, on pourrait les former, des techniciens, des ouvriers. Et ça, j'étais encore la semaine dernière à Bruxelles avec le ministre de l'économie, qui est pourtant un homme de droite. Il me dit banco, il a dit en public banco. Il y avait là dans la salle Philippe Maystadt, l'ancien patron de la Banque européenne d'investissement, qui est OK pour dire que les 1000 milliards, il faut les mettre sur le climat. Et en même temps, la maire de Madrid, qui est Podemos, nous dit qu'elle va nous rejoindre sur ce combat. Donc ça fait un an et demi que Nouvelle Donne propose ça. J'en ai parlé à François Hollande. J'ai passé 1 heure à l'Élysée au mois de juin et j'ai dit à François Hollande qu'il fallait qu'il porte ce projet au niveau européen. Et ils ne le font pas. Il y a une inertie des politiques. Je sais bien qu'il y a des choses compliquées. Mais là, tous ceux qui ont parlé de cette idée, c'est un choix quand même fondamental. Est-ce que les 1000 milliards vont à la spéculation ou est-ce que les 1000 milliards vont donner si du ça reste dans boulot le circuit financier ou si ça va dans l'économie Est-ce qu'on réelle va pour sauver le climat et donner, ça peut créer 6 millions d'emplois au niveau européen. Un autre cheval de bataille de Pierre Larouturou depuis des décennies, c'est la baisse du temps de travail. C'est la solution? Ne vous étouffez pas, c'est la solution pour... Nouvelle Donne met en avant 20 propositions. Il n'y a pas de baguette magique. Non, mais c'est une des solutions pour baisser le chômage de masse en France. Oui, c'est une des solutions. Là aussi, en Belgique, le débat repart sur la semaine de 4 jours. C'est le ministre de l'économie à Bruxelles, qui est un homme du centre droit, Didier Gossuins, qui dit « Je veux expérimenter les 4 jours. Mon modèle, c'est Larouturou, c'est pas Aubry. » Il dit « Je ne veux pas d'un mouvement général imposé par la loi. Je veux expérimenter les 4 jours. » La CGT nous dit 4,5 millions d'emplois créés. C'est fantaisiste ou c'est sérieux? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'en France, il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Par exemple, Maminova, l'usine travaille 6 jours par semaine, mais tous les salariés sont passés à 4 jours. Chez Fleury-Michon, c'est pareil. Ils sont tous passés à 4 jours et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. L'idée, c'est que si l'entreprise passe à 4 jours et si elle crée au moins 10% d'emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et c'est comme ça que c'est équilibré. On a là le tableau concret de financement. Oui, parce que vous entendez Pierre Gattaz, quand on lui reparle, le patron des patrons, patron du MEDEF, sur la semaine de 32 heures payées 35, il parle de logique infernale, anti-économique. Il dit, mais c'est mathématique, ça augmente de 10% le coût du travail, mais il n'a pas écouté votre réponse qui dit qu'il y a une baisse de charge. On fait en même temps une baisse du temps de travail et une baisse des charges. Mais on l'a fait avec les 35 heures, on n'est pas amnésique. Moi, j'avais fait un livre à l'époque qui s'appelait 35 heures, le double piège, parce que la méthode des 35 heures n'était pas la bonne. On avait fait une loi qui imposait ça à tout le monde. Et en fait, on pouvait rester à 38 heures. La vérité, c'est qu'avec la deuxième loi sur les 35 heures, une entreprise pouvait signer un accord à 35 heures de durée officielle et rester à 38 heures de durée réelle. Et tous les salariés qui sont ici se disent que si on baisse juste d'1 heure ou de 2 heures le temps de travail, ça ne va pas créer des emplois. C'est pour ça que dans tous les pays où le débat revient, en Espagne, en Belgique... Mais quel pays t'as 32 heures? Moi, j'ai ni pour ni contre. Moi, j'ai pas... Si, par la précarité, par les petits boulots. Aux États-Unis, il y a tellement de petits boulots que la durée réelle moyenne est tombée à 33 heures. Pareil en Allemagne. Donc, il y a une question fondamentale. De toute façon, on fait des gains de productivité. De moins en moins. Attendez, il y a 4 caméras ici. Oui. Quand vous et moi, on était petits, il y avait 3 personnes derrière chaque caméra. Oui, maintenant, on fait des gains de productivité colossaux dans tous les métiers. On en fait de moins en moins aussi. Vous savez qu'il y a la question des gains de productivité qui sont de plus en plus faibles. Excusez-moi, depuis 40 ans, on a fait des gains de productivité. Sur les dernières années. Je vous parle depuis 40 ans. Ouais. Aujourd'hui, en France, le partage du travail est stupide. Il y a 4 millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine, 4 millions de gens qui font 0 heure, et ceux qui travaillent, comme vous et la plupart des salariés, sont entre 39 et 40 heures. L'INSEE dit que la durée réelle en France est à 39,6. Donc c'est un partage stupide. Pour ceux qui ont un travail salarié à temps plein. Voilà. Donc ça veut dire que
Le partage du travail est stupide, on n'a pas été capable d'en parler de façon sereine, et ou bien tu travailles 0 heure, tu es au chômage, ou bien tu travailles plein pot. Et en gros, ceux qui ont un boulot normal, on est à 40 heures comme il y a 40 ans. Ah, ça n'a quasiment pas changé en vérité. Alors qu'on a fait des gains de productivité colossaux. Il y a des ordinateurs, il y a des robots, il y a de l'intelligence dans la tête des gens. Donc on produit de plus en plus avec moins de travail. Donc la semaine de 32 heures, si on met juste 4 jours, pardon. Ce qui compte, c'est dans la plupart des métiers, vous comme moi, on sait qu'il y a des jours où on va au boulot, il y a des jours où on ne travaille pas. Dans la plupart des métiers, on ne compte pas vraiment ces heures. Donc pour ceux qui comptent leurs heures, c'est 32, mais pour les commerciaux, pour les cadres, pour les gens de la gestion de production, c'est plutôt ce qui compte, c'est le nombre de jours. Et le surcoût donc de 10% pour l'entreprise est compensé? Parce que l'entreprise paye les cotisations en moins. La première année, il y a une exonération de 10%, et après ça, de façon définitive, l'entreprise paye. Ça crée combien d'emplois, ça? On estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. Je vous dis, il y a déjà 400 entreprises. La CFDT n'en veut pas. Hein. La CFDT, pourtant, mais syndicat réformiste, oui, mais progressiste. Il faut lui demander pourquoi. Parce qu'en 1995, il y avait le rapport Boissonnat, vous vous souvenez peut-être, Balladur avait demandé qu'on fasse un grand rapport sur comment lutter contre le chômage. Et la une de tous les journaux, c'est le rapport Boissonnat qui dit qu'il faut baisser de 20% le temps de travail. Et la CFDT, à l'époque, demandait une loi cadre pour aller à 32 heures. Retrouvez dans vos archives le congrès de Montpellier en 1995. On est Kazakh alors. Je sais pas, peut-être que c'est difficile aujourd'hui d'en parler, mais le courage, on a le droit d'avoir un peu de courage pour faire avancer des idées. Les premiers qui ont parlé des congés payés, vous savez, quand il y a eu les congés payés, le Figaro avait titré La France ivrogne. C'est longtemps. Mais attendez, à chaque fois en France, on a peur. Quand il y a eu les congés payés, le patronat disait les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Voilà, aujourd'hui, le secteur du tourisme est le premier secteur d'activité en France. Si on avait écouté Gattaz, l'arrière-grand-père Gattaz, il a fallu que l'Église et la CGT se mettent ensemble pour avoir le dimanche comme jour chômé. Déjà à l'époque, on disait les ouvriers vont se mettre à boire, ils ne reviendront pas le lundi. Aujourd'hui, je répète, si on n'avait pas de temps libre, il n'y aurait pas de tourisme. Et le tourisme est le premier secteur d'activité en France. Absolument. Balance excédentaire du tourisme en France. On finit là-dessus. C'est le patron de Google, qu'on peut suspecter de penchant, encore une fois, communiste ou gauchisant. Le patron de Google, il est plutôt favorable, il abonde dans votre sens sur la réduction du temps de travail, qui pour lui est le sens de l'histoire. C'est une évidence. Il faut relancer ce débat. Patron de Google quand même, c'est pas n'importe qui. Il devrait prendre sa carte à Nouvelle Donne. Bienvenue. Allez, Pierre Larouturou, économiste et coprésident du mouvement donc Nouvelle Donne. Merci d'avoir été notre invité. Revenez quand vous voulez. Bientôt.